Bienvenue à tous et merci pour vous être connectés sur ce webinaire de la UTF qui s'intitule Décarbonation du transport maritime, de la mesure à la réduction des émissions. Je suis Jean-Michel Garcia, délégué aux transports internationaux de la UTF et je serai accompagné pour ce webinaire de Carl Laurent, président directeur général de BAICO. Bonjour Carl. Bonjour à tous, bonjour Jean-Michel. Je serai également accompagné de Pierre Garot, président directeur général de Ciroute. Bonjour Pierre. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Alors, avant de commencer, la UTF, c'est l'association professionnelle des chargeurs qui représente les entreprises industrielles et commerciales dans leur fonction de donneur d'ordre du transport. Et bien entendu, parmi les sujets que nous traitons, la transition numérique, la transition énergétique et bien entendu les réductions de gaz à effet de serre. Et c'est bien sûr un sujet de prédilection pour les chargeurs que de réduire leur gaz à effet de serre tout au long de leur chaîne logistique. Alors, les chargeurs s'engagent déjà au sein du dispositif FRED 21 porté par la UTF pour réduire leur émission de CO2 liées au transport de marchandises. Alors, ce dispositif est partie intégrante du programme EV, engagement volontaire pour l'environnement de l'ADEME. Et bien évidemment, ce webinaire est très orienté pour le coup maritime, puisque on va le voir dans ce qui va nous être décrit, c'est les flux maritimes que l'on souhaite observer et améliorer en termes de dégagement de gaz à effet de serre. Alors, pour ce faire, on aura 4 parties. Une première partie pour bien comprendre le système de là où on part, bien sûr, donc qui est une partie qui s'appellera mesurer et reporter. Puis après, nous passerons une deuxième partie qui nous permettra de choisir la bonne route et le bon partenaire. Puis, on contrôlera un petit peu les opérations, les choix qu'on a faits, pour enfin arriver à une notion d'amélioration et réduire encore mieux les dégagements de CO2 qui auront, dans l'objectif de chaque chargeur qui se sera fixé. Alors, avant de rentrer dans cette première partie, je vais demander à Carl de nous faire une petite introduction un petit peu sur l'état de la situation climatique et ce qui nous attend dans les années à venir. Donc, Carl, je te laisse la main. Merci Jean-Michel. Alors, déjà, de quoi est-ce qu'on parle en termes d'émissions de CO2 dans le transport? Donc, on est dans un business où on gère 8% des émissions de CO2 dans le shipping, donc 4% pour la partie camion, 2% pour l'aérien et 2% pour la partie maritime. Donc, on peut se dire, c'est pas beaucoup. En fait, c'est pas mal quand même, hein, 8%, c'est pas rien. Donc, en fait, les décisions qu'on prend, ça a clairement un impact sur les émissions de la planète. Si vous voulez, c'est plus que l'industrie du ciment, par exemple. Donc, c'est vraiment significatif. Alors, si on fait un zoom sur ce qui est attendu dans l'industrie du transport et la vision qu'a l'OCDE en particulier sur le futur du transport, on prévoit entre 2015 et 2050 une multiplication par 4 des volumes transportés. Donc là, on est en milliards de tonnes kilomètres, que ce soit par tout mode de transport confondu. Et donc, ça veut dire que sur longue période, si on veut que le transport conserve son niveau d'émission en valeur absolue, donc on ne parle même pas de réduction, quoi. Là, on se dit, il faut qu'on conserve notre émission en valeur absolue. Ça veut dire qu'il faut qu'à la tonne kilomètre, il faut qu'on réduise nos émissions par 4. Donc, on n'est pas en train de parler de 10 ou de 20%. On est en train de se dire, il va falloir se creuser la tête pour réduire les émissions en tonnes kilomètres par 4. Donc, c'est pas rien. Et ça donne un peu l'ampleur de la tâche qu'on a en face de nous. Et juste à titre
de rappel. Si on se dit, ouais, en fait, tout ça, c'est pas très grave, je voudrais juste passer quelques instants sur ce slide qui est fait par un institut de recherche à l'université de Hawaï qui a modélisé en 2100 qu'est-ce qui se passerait si la température moyenne de la planète augmentait de 5 degrés. Donc 5 degrés, en gros, ça correspond à je ne fais pas grand-chose, justement. C'est-à-dire on continue comme d'habitude, business as usual. Donc si on continue sans rien faire de significatif, on se met dans cette position-là, c'est-à-dire 2100, 5 degrés de plus. 2100, c'est pas dans 1000 ans, quoi. C'est peut-être pas nos enfants, mais nos petits-enfants qui vont connaître ça. Donc ça commence à se rapprocher. Et là, ce qu'on voit sur cette carte, c'est, alors bien sûr, c'est un modèle, tout modèle peut discuter, mais quand même, je pense que les ordres de grandeur sont intéressants. On voit sur cette carte le nombre de jours par an où l'atmosphère est létale. C'est-à-dire qu'il fait trop chaud, trop humide, donc on ne peut plus transpirer, donc on ne peut plus se refroidir, donc on chauffe et on meurt. Donc les parties rouges, par exemple, là, qui sont les plus rouges, ça veut dire qu'on est à plus de 200 jours par an où l'atmosphère est juste mortelle. Donc il n'y a plus de vie humaine sur la planète. Donc là, on parle de toute l'Afrique subsaharienne, de l'Inde, de l'Asie du Sud-Est, de l'Est de la Chine, de l'Est des États-Unis, de l'Amérique du Sud, en particulier la partie Brésil. Donc je pense que on peut pas se dire ouais, en fait, le CO2, ça va, on en parle beaucoup, mais c'est pas grave, quoi. Je pense que ça va nous impacter de façon hyper forte. Et un jour, nos enfants et nos petits-enfants, ils nous demanderont, bon, papa ou papy, là, ou mamie, qu'est-ce que tu as fait, toi, dans ton business pour réduire là où tu pouvais faire quelque chose? Qu'est-ce que tu as fait, toi? Toi. Donc, il faut être prêt à répondre à ces questions. Donc, c'est un peu le but de ce webinaire, c'est que, OK, il y a des choses qui sont dramatiques, ou en tout cas, il faut les prendre au sérieux, mais il y a aussi des messages d'espoir, parce qu'en fait, il y a plein de manières d'arriver à réduire les émissions de CO2 dans le shipping. Eh bien, merci Karl. Effectivement, c'est intéressant de voir qu'on peut agir sur ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire le transport. Et c'est très bon d'avoir rappelé effectivement des choses qu'on ne voit pas forcément, nous, à notre échelle, dans un espace-temps très réduit qui est le nôtre, et de se projeter sur l'avenir et de voir que s'il y a des choses à faire, eh bien c'est maintenant. Alors justement, dans cette première partie qu'on va voir avec Pierre, on va parler de mesurer. Et vous allez voir que c'est pas forcément évident de trouver la bonne information, puisqu'on a des informations qui viennent de compagnies maritimes qui sont diverses et variées. Et donc, on a besoin de bons outils pour bien mesurer au départ et bien sûr améliorer par la suite. Et donc, c'est là que je laisse la main à Pierre. Super, merci à tous les deux. Donc effectivement, il y a des bonnes nouvelles et les bonnes nouvelles commencent à la mesure. Donc on va commencer là. Aujourd'hui, il y a plein de façons de mesurer le CO2 dans le transport et la logistique. Mais le standard aujourd'hui, c'est EN 16258, qui est la norme européenne et qui a été reprise par le framework, le GLEC, donc le Global Logistic Emission Council, qui donne un peu le ton de comment mesurer les émissions de CO2 dans la logistique. Donc, Sea Routes aujourd'hui a été audité et adhère à cette méthodologie, mais elle n'est pas suffisante parce que justement il y a des écarts et en fonction on va rester sur le slide d'avant, en fonction de la méthode qu'on va appliquer, effectivement, si on ne prend pas en compte les bonnes distances, les bonnes caractéristiques des navires et les bonnes vitesses, finalement, on arrive à des moyennes de moyennes et on n'est pas capable de différencier le CO2 d'un transporteur par rapport à un autre ou d'un de ses services par rapport à un autre. On n'est pas capable de faire la différence entre le CO2 prévisionnel et réalisé. Donc, il n'y a pas de stratégie ou de réduction possible si on n'a pas le delta entre le futur et le maintenant. Donc, sur le slide d'après, on montre un exemple.
comment est-ce que ça marche, le framework GLEC et les moyennes de moyenne. Donc, si je fais, on a pris un New York, Busan en Corée, qui a une distance d'à peu près 10 000 miles nautiques sur une moyenne de navires qui fait entre 7 000 et 14 000 TEU. On utiliserait une vitesse moyenne pour calculer le CO2. Ça nous donne à peu près 1 tonne de CO2 par TEU transporté, par container. Et effectivement, en fonction du service qui va être utilisé, donc mettons un service par CMA et on compare à côté un service par MSC, les rotations sont très différentes, les bateaux sont aussi très différents et les vitesses de navigation sont différentes sur chacun des legs. Et en fait, on arrive à du simple au double. Donc, on se rend compte ici que la mesure et le bon outil de mesure est important et c'est la base en fait pour pouvoir mettre en place une stratégie qui permette de réduire. Clairement, on préférerait tous choisir le service qui a le moins d'émissions carbone. On voit ici la même chose en fait redit de façon différente. Donc en arrière-plan, ici en rouge en bas qui est surligné en jaune, on voit l'emission factor donc du GLEC qui est pour tout le trade lane Sud-Amérique, Europe. Donc ça, ce sera la moyenne qui va être appliquée sur finalement tous les trajets. Et quand on regarde dans le détail des offres des différents transporteurs, on se rend compte qu'il y en a où il y a des services qui sont semi-directs. Ici, il y en a un en bleu qui passe par Tanger. Il y a quand même une petite déviation par rapport à une route directe. Mais surtout, d'autres armateurs iront faire le tour de la planète en passant par la Colombie, le nord des États-Unis, ainsi de suite. Et on voit que finalement, juste les distances sont du simple au double. Les flottes sont aussi différentes. Donc finalement, on aura des choses qui auront des écarts gigantesques. Donc le problème de la mesure, il est essentiel et avoir le bon partenaire là-dessus, c'est indispensable. Effectivement. Je crois qu'on a... C'est bien dit, effectivement. Là, on a vu que la mesure était importante et qu'il fallait vraiment rentrer dans le détail. Et une fois qu'on a cette mesure, ça va nous permettre de choisir, bien entendu, la bonne route, mais pas que. Ça va nous permettre de choisir aussi le bon partenaire et finalement, après, d'évaluer ce partenaire. Donc là, ce que je vous propose, c'est que Pierre continue avec cette partie qui s'appelle sélectionner pour voir un petit peu comment on rentre dans le détail de cet outil, quels sont un petit peu les algorithmes qui nous permettent d'arriver à la bonne sélection, au bon choix en fonction de nos critères aussi, hein, puisqu'il y a aussi des critères. Super. Donc, on fait une petite étude de cas. Nous, on aime beaucoup se baser sur le réel. Donc, ça, c'est les émissions réelles d'un chargeur sur 3 mois en 2019. Donc, ça a été fait avec la méthode C-Routes. Donc, on n'est plus du tout sur les moyennes, hein, on est sur quelque chose de précis. Et ce qu'on voit sur ces émissions-là, finalement, c'est que 50%, donc pas 50%, un petit peu moins de 50%, je crois qu'on est à 42%, quelque chose comme ça, des émissions de chargeurs sont sur le trade Malaisie Nord-Europe, en particulier Malaisie-Anvers. Donc, la question qu'on va se poser, c'est on a exécuté ce trade-là très bien. Ça représente énormément de nos émissions. Ce qu'on voit dans le petit graphe en haut à droite, sur lequel on va zoomer en slide d'après, c'est que le chargeur en question a nominé un armateur en particulier et a alloué en fait tous ses flux sur cette paire de ports avec MSC. Et donc, on pourrait se demander, en fait, on voit la petite appli de C-Routes qui permet d'explorer les différents services. On pourrait se demander si cette nomination était la bonne et effectivement s'il donnait quasiment 75% de ses flux sur cette paire de ports à un seul armateur est la bonne solution en termes d'émissions carbone. Donc on fait une petite analyse ici. Donc il y a beaucoup de choses. Ce qu'on voit en bas à droite qui a été entouré en vert, en tout cas ce graphe où il y a ces barres bleues, ce sont les moyennes d'émissions pour chacun des armateurs. Ce qu'on voit effectivement, c'est qu'en moyenne, l'armateur le plus vert sur ce trade-là, ce ne sera pas MSC. Et sur le graphe d'en haut, on voit ce que nous, on appelle le risque CO2, c'est-à-dire on voit toutes les façons d'être exécutées par chacun des armateurs. Et effectivement, en fonction du bateau et du service, finalement, le CO2 émis sera compris entre une valeur minimum et une valeur maximum. Donc, en tant que chargeur, ce qu'on voudrait, c'est trouver
à prix et à transit time équivalent, trouver le transporteur qui va avoir la moyenne la plus faible possible, mais aussi le gap entre le min et le max qui soit le plus faible possible. Et ici, on se rend compte effectivement, je crois que c'est HDMU, on se rend compte que le bon chargeur n'était pas forcément MSC. On pourrait pousser la réflexion un petit peu plus loin, c'est ce qu'on fait sur le slide d'après, en se disant finalement, est-ce que Anvers c'était le bon port de déchargement? Est-ce que je ne pourrais pas changer ma logistique un petit peu et finalement choisir d'autres ports en Nord-Europe qui me permettraient de réduire mon risque CO2 encore plus? Et ce qu'on voit ici, donc en haut, on voit Rotterdam, Le Havre, Hambourg et Anvers. On voit qu'Anvers, non seulement à la moyenne de CO2 la plus élevée, hein, tout armateur confondu, mais aussi le spread le plus important entre les valeurs min et max. Donc finalement, en nominant des armateurs sur Anvers, ce que je vais faire, c'est que je vais m'exposer à un risque CO2 qui est très élevé. Donc finalement, donc sur cet exemple-là, en venant de Malaisie, il vaudrait mieux finalement envoyer ces flux vers Le Havre ou Rotterdam. On diminuerait notre risque CO2 et finalement notre moyenne d'émission. On pourrait même nominer exactement l'armateur ou le transporteur qui me permettrait d'être exactement au minimum, mais ça c'est la stratégie optimale. Voilà, donc j'espère que je vous ai amené des éléments de réflexion sur comment nominer. L'étape numéro 1, ça a été la mesure avec les bons outils et de la précision. L'étape numéro 2, c'est de bien nominer. Et on se rend compte qu'il y a énormément de data points à regarder. Et donc, c'est important derrière d'avoir la bonne exécution. Je vais repasser la parole à Jean-Michel et Karl. Peut-être avant, là, Pierre, ça fait, on a dit là dans 2 exemples que MSC c'était pas les bons partenaires. C'est juste des exemples. Hein. On n'est pas en train de faire du MSC bashing. Hein. C'est purement des exemples. Si on avait pris un autre trade lane, ça aurait été un autre carrière. Oui, tout à fait. Justement, là, il fallait bien donner des noms. Donc, on a donné des noms, mais c'est effectivement pas toujours le cas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu quand même deux parties qui se sont déroulées dans ce webinaire, et je voulais vous rappeler quand même de poser des questions si vous en avez, parce que moi, quand je vois un petit peu ce qui a été dit, il y a quand même pas mal de questions qui me viennent à l'esprit. On vous parle, c'est pas le bon port. Ça dépend aussi de beaucoup de choses. Hein. Donc, à vous d'intégrer ces informations que vous avez dans ce webinaire et de poser des questions pour qu'il y ait une interaction après et qu'on puisse rebondir et puis vous expliquer peut-être un peu plus dans le détail ou un peu plus largement le bienfait de ces outils. Alors, on l'a dit, on le rappelle, maintenant on s'est mesuré, on a vu combien c'était complexe et qu'il fallait avoir les bons outils et les bonnes mesures. On a finalement sélectionné, et il y a des choses qui ont été dites, il y a aussi des niveaux de coût qu'il faut quand même voir également, des notions de délai, hein, on est en logistique quand même. Eh bien, on va contrôler un petit peu tout ça, et je laisse la parole à Karl sur ce point-là pour nous montrer la suite des événements. Super. Alors, merci Jean-Michel. Alors, ce qui est vraiment important, enfin nous en tout cas, c'est la façon dont on raisonne quand on parle avec la UTF, avec Jean-Michel ou avec Pierre chez C-Roots, c'est de se dire que, ok, il faut mesurer, il faut choisir ses bons partenaires, mais il faut surtout passer à l'action, c'est-à-dire passer de la compensation. Donc, je mesure combien j'émets de CO2 et je vais planter un certain nombre d'arbres pour arriver à 0 carbone et dire dans la presse, je suis carbone neutral. Bon, c'est bien, hein? Mais ce qui est sans doute encore mieux, c'est de vraiment réduire ces émissions. Donc, pas uniquement de compenser, mais de réduire, donc de passer du thermomètre au vaccin. C'est vraiment ce qui nous anime tous, c'est ce passage du thermomètre au vaccin. Alors, la bonne nouvelle, c'est que pour se vacciner, il y a des choses très simples. Hein. Il ne faut pas imaginer non plus qu'il faut faire des trucs supérieurement compliqués ou avoir fait Polytechnique et l'ENA pour s'en sortir. Il y a des choses très, très pragmatiques.
qu'on a identifiées avec pas mal de chargeurs avec lesquels on travaille. La première, c'est de mesurer le taux de remplissage des containers. Ce qui est un truc qui est très idiot, c'est si on transporte du vide, c'est sûr que c'est pas très très bon pour la planète, quoi. Donc la mesure systématique du taux de remplissage des containers est un aspect qui est fondamental. Il y a un autre aspect qui est assez basique, c'est d'essayer au maximum d'utiliser les street turns ou les one-way, c'est-à-dire ne pas faire un aller quand on est importateur, essayer de limiter les allées depuis le port à plein et retourner au port à vide. Quand on est exportateur, de limiter une prise de vide au port pour retourner au port plein, mais essayer de passer de l'importateur à l'exportateur directement sans repasser par le port. Donc ça a des impacts vraiment significatifs sur les émissions inland. On a, comme on parlait de réel et d'exemple, on a par exemple identifié un client qui avait une usine assez loin d'un port en Argentine et qui était donc importateur et qui avait autour de lui des exportateurs. Et donc on a identifié que et les exportateurs étaient dans le food alors que l'importateur était dans l'industrie. Donc en fait, ce qu'on peut réaliser quand on maîtrise ces flux-là et qu'on a cette connaissance, on peut par exemple faire des demandes de booking pour cette destination auprès de compagnies maritimes avec des containers food grade, alors qu'on est dans l'industrie. Ça paraît un peu abscon, mais en fait, si on se place dans une attitude volontariste de vouloir minimiser le CO2, on se dit, je vais prendre du food grade alors que je suis un industriel. Comme ça, je vais emmener des containers food grade à destination dans un endroit qui est un peu reculé par rapport au port. Et ça va permettre aux industriels autour de moi de réutiliser ces containers, dans la mesure où on a le même carrière, bien sûr. Mais en tout cas, élargir sa façon de penser à un écosystème qui est au-delà de ses propres limites, ce sont des exemples assez concrets qui permettent de rentrer dans ce genre de stratégie. Et ça, c'est pas non plus très compliqué, quoi. C'est-à-dire, il faut juste demander des containers food grade quand on est industriel. Ça paraît un peu abscon au début, mais en fait, ça a beaucoup de sens. Ensuite, la troisième chose, c'est de limiter, bien entendu, dans la mesure du possible, les trajets en camion. Donc là, on a une mesure de l'écart en tonnes-kilomètres de ce que fait un navire par rapport à ce que fait un camion. Donc on est quasiment le rapport est de 1 à 10. Donc plus on rapproche le port qu'on sélectionne de la destination finale, plus on a un impact vraiment significatif sur le CO2 global d'Ordor. Alors, ce qui est sympathique avec ces trois actions-là, assez pragmatiques et basiques, c'est qu'elles sont alignées, on aligne l'économie avec l'écologie. C'est-à-dire que si on fait ces trois trucs-là, on paye moins, on a une facture qui réduit, c'est mathématique. Donc en fait, même si on est dans un environnement où les gens ne sont pas du tout écolos, pas du tout dans ce mood de réduction de CO2, on peut quand même avoir des actions pour la planète parce qu'on arrive à mettre en place des actions qui mettent en parallèle l'économie et l'écologie. Alors, vous me direz, limiter les trajets inland en camion, c'est vraiment, ok, ça on l'entend et on le réentend, et donc c'est de la grosse tarte à la crème, donc on peut se dire ça n'a aucun intérêt. Mais alors, moi j'ai une question pour tout le monde là. Pourquoi est-ce que Anvers est le premier port français? Comment ça se fait que Paris soit plus livré par Anvers que par Le Havre? Comment ça se fait que Lyon soit plus livré par Anvers que par Marseille? Quand on regarde les impacts que ces choix de port, comme le disait Pierre, sur bien choisir mes navires, bien choisir mes ports d'entrée, mes ports de sortie, comment ça se fait qu'on soit encore dans cette situation où Anvers est le premier port français? Enfin, j'ai rien contre nos amis belges, hein, mais comme Pierre n'a rien contre MSC, mais juste, il faut se mettre dans une dynamique où il faut être capable de challenger ces situations-là. Alors évidemment, on connaît tous ici les raisons pour lesquelles c'est comme ça, hein, on ne va pas revenir dessus. Mais en attendant, je pense qu'il est
ça devrait être un objectif commun de se dire que globalement, on pourrait être satisfait de notre impact sur la planète le jour où on ne dira plus qu'Anvers est le premier port français. Et là on est sur des niveaux d'impact qui sont significatifs, quoi. On est sur 20% de réduction du CO2 en d'or. Donc quand on garde à l'esprit qu'il faut réduire par 4 l'impact en tonnes kilomètres, ça veut dire qu'il faut avoir en tête que c'est ce genre de décisions qui sont alignées avec ces objectifs ultra ambitieux qu'on doit absolument mettre en œuvre. Alors, deuxième point, donc ça on était sur le choix du port. Le deuxième point qu'on a déjà évoqué, c'est quel est le bon choix de navire, parce qu'en fait c'est assez critique. Et est-ce que les émissions réelles du navire sont en rapport avec le tender qu'on a signé avec le carrier? Et en fait, quand on regarde, donc ça c'est des modèles, c'est de la modélisation Sea-Route, il y a deux effets qui sont quand même incroyables sur les émissions de CO2, c'est l'effet vitesse. Donc entre un navire en slow steaming et un navire full speed, on a un multiple de 3. Entre un petit navire et un gros navire, on a un effet de 3. Donc, il faut aussi avoir en tête que un petit navire full speed ou un gros navire slow steaming, on diminue les émissions par 9. Donc, c'est quand même phénoménal. C'est phénoménal. Donc, quand on regarde ce phénomène-là avec des actions qui sont prises par un certain nombre de personnes dans l'industrie, qui, parce que il y a des problèmes de qualité de service, parce qu'il n'y a pas assez ni de navires, ni de containers, ni de capacité portuaire dans les terminaux. Donc certains vont se mettre à louer leurs propres navires, leur propre flotte de containers. Et en général, les navires qui restent à louer, c'est plutôt des petits navires qui ne sont pas très performants. Et donc, il faut savoir que quand on est dans ce genre de logique, on se met plutôt en haut à droite de la courbe, c'est-à-dire que ce genre de stratégie amène à pas à des aberrations écologiques, mais en tout cas à des émissions qui sont nettement au-dessus d'un flux d'approvisionnement qui est fait par des navires, de plus gros navires opérés de façon classique. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas lutter contre les problèmes de qualité de service de l'industrie, hein. Je suis juste en train de voir l'écart qu'on peut avoir, l'écart d'alignement qu'il y a chez certaines sociétés entre une volonté d'être super green et puis une réalité qui est qu'ils vont affréter des navires de petite taille et les opérer à full speed, quoi. Donc tout le monde n'est pas encore tout à fait aligné, quoi. Alors, quand on regarde ces faits-là, on se rend compte qu'il faut arriver à inclure les problématiques de CO2 en mode estimation Sea-Route, c'est-à-dire avec la bonne granularité, c'est-à-dire avec le bon bateau, et non pas la moyenne de moyenne par trade. Il faut être capable d'inclure cette donnée dans l'ensemble des contraintes opérationnelles qui existent aujourd'hui au niveau des chargeurs et qui sont déjà hyper complexes. Sans parler de CO2, piloter ses ETD, ses ETA, favoriser les flux en direct par rapport aux flux avec des transshipments, maîtriser ses coûts, maîtriser ses allocations, déjà, c'est compliqué. Et donc, en plus, maintenant, on va rajouter une autre contrainte, et puis cette contrainte, elle va devenir de plus en plus forte d'ailleurs, on va rajouter la contrainte du CO2. Donc en fait, on est en train on va bouger dans une industrie où les prises de décision, si on veut avoir un vrai grip sur son empreinte écologique, vont devenir de plus en plus compliquées à maîtriser. Et du coup, le credo que l'on a de façon commune, c'est que
on est obligé d'avoir accès à de la donnée avec des solutions qui sont digitalisées pour avoir de la bonne data. Parce que si on n'a pas la bonne donnée pour prendre les bonnes décisions, on n'a pas de grip, on n'est pas en capacité de vraiment influer sur les choix opérationnels dans l'exécution des contrats qu'on a signés. Donc, avec une solution digitale, en fait, on peut se mettre dans cette situation-là, c'est-à-dire que on peut prendre des décisions opérationnelles multicritères en incluant les objectifs de CO2. Donc ça, c'est ce qu'on fait chez BYCO. À chaque shipment, à chaque booking, on propose à nos clients en tout cas à ceux qui veulent rentrer dans cette logique, on propose à nos clients de mettre en place un algorithme de sélection multicritère qui permet de prendre la donnée de CO2 de chacun des navires qui rentrent dans les navires avec lesquels on a des taux sur ce pole pod. Donc, ce n'est pas l'ensemble des navires du marché, c'est parmi le tender que j'ai négocié, quelles sont les vraies émissions de CO2 des navires que je peux choisir. Ensuite, on a bien entendu les coûts, qui sont un aspect fondamental de notre business, bien sûr. On peut inclure les dates, enfin les ETA, pour livrer les clients à temps, si on a des contraintes commerciales. Mais avec un bon niveau de digitalisation et de suivi des opérations et de contrôle des opérations et de leur exécution, on peut aussi mesurer le retard moyen de l'ETA au moment du booking sur les 3 derniers mois, par client, par pole pod, par carrière. Donc du coup, avec on parlera tout à l'heure d'amélioration continue, mais cette mesure perpétuelle de la performance de vos partenaires va vous permettre de dire, moi, sur les 3 derniers mois, on ne va pas reparler de Messé, on va en prendre un autre, on va dire par exemple Maersk. Sur les 3 derniers mois, Maersk, entre Le Havre et Singapour, je sais que au moment où je passe le booking, il me dit qu'il arrive le 15, en fait, je sais qu'il a 5 jours de retard en moyenne. Donc, je ne vais pas prendre le 15 comme date d'arrivée, je vais prendre le 20. Donc, on arrive à prendre en compte les écarts de performance et les problèmes opérationnels qu'on connaît tous aujourd'hui, qui sont un bon niveau de cauchemar pour tous. Eh bien, on arrive à intégrer ces problématiques dans ce genre d'algorithme multicritère. Et bien entendu, le dernier critère qu'on doit prendre en compte, c'est le respect des allocations avec les carrières. Et donc, notre credo, c'est que ça nous semble illusoire de considérer qu'on peut avoir une maîtrise sur son niveau d'émission si on n'est pas capable d'inclure les problématiques de CO2 au sein de chaque décision opérationnelle. Et on ne voit pas comment est-ce qu'on peut faire ça de façon manuelle, tellement la problématique est compliquée. Donc, on est plutôt persuadé que grâce à des outils digitaux, on peut mettre les opérationnels dans une position de réussir les challenges de réduction que tous les chargeurs vont avoir. C'est absolument certain que tout le monde va devoir baisser ses émissions de CO2. En tout cas, on espère pouvoir donner à nos clients un outil qui leur permet d'arriver à atteindre ces objectifs. Donc, il y a quand même un peu d'espoir dans tout ce monde un peu noir et déprimant, là. En fait, on peut faire des choses. Effectivement, donc on a vu qu'il y avait quand même des choix à faire. On l'a vu avec Pierre, effectivement, le choix de la ligne, le choix du partenaire d'un côté, le choix du port de l'autre, mais quand on mixe les deux, ça commence à être difficile. Et puis là, on le voit bien, là encore, avec les différents critères.
mettre un critère ou deux, ça va, mais quand on commence à en mettre plusieurs et quand on veut les faire varier, eh bien, effectivement, l'outil aide à la décision. Et c'est en ça qu'effectivement, c'est intéressant d'avoir les bonnes données et les bons outils pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Maintenant, effectivement, on l'a vu, on a su mesurer, on a tenté de faire des choix. On a vu aussi que il n'y avait pas qu'une seule chose à faire pour réduire les gaz à effet de serre. Hein, et il faut vraiment s'y prendre au niveau opérationnel, il faut s'y prendre dans une stratégie d'entreprise, il faut bien sûr voir la concurrence et voir ce qui est pratiqué. Et une fois qu'on a fait tout ça et qu'on est sur la bonne voie, eh bien, il faut améliorer ce processus et donc le rendre encore plus optimal, encore plus performant en termes de dégagement de gaz à effet de serre. Et c'est sur cette dernière partie, effectivement, qu'on va voir avec Pierre la partie amélioration. Une fois qu'on a fait toute cette mesure, tout ce choix, tout ce travail, qu'est-ce qu'on mesure, comment on améliore? C'est à toi, Pierre. Super, merci. Donc, on arrive un petit peu à la clôture de tout ce qui a été dit. Je trouve ça super, ce qui a été présenté et le niveau de détail, le fait qu'on ait regardé le choix des ports, des navires, ainsi de suite, et le fait de mettre le CO2 dans une heuristique globale de stratégie d'achat, en fait, c'est un petit peu ça. C'est génial. Donc, en fait, la stratégie magique de réduction des émissions de CO2 dans la logistique, c'est un petit peu ce qu'on ferait pour réduire, en fait, ou améliorer ses KPI sur la partie achat. Ce qu'on fait, c'est, on va dire, cette année, j'ai fait un tender, dans l'exécution, tout se passe bien. Quels sont mes prix par porteur, par armateur, ainsi de suite cette année? Comment est-ce que je fais pour les diminuer l'année prochaine? Bon, ça paraît à peu près logique. Je pense que tout le monde a mis ça en place dans ses stratégies d'amélioration des achats. Finalement, sur le CO2, ce qu'on présente comme stratégie magique ou miracle, c'est un petit peu ça aussi. C'est on fait la bonne mesure avec les bons outils. On ne peut pas utiliser des moyennes, clairement, ça ne marche pas. 2, on identifie les worst performers et on choisit plutôt les best performers. 3, on s'aide d'une solution digitale puisque clairement, l'ensemble des paramètres à prendre en compte dans sa stratégie d'achat est quand même très complexe. Il va falloir être aidé d'un petit peu d'intelligence. Et 4, on fait la même chose, on mesure et on se fixe des nouveaux objectifs. Donc finalement, c'est pas une stratégie qui sort du chapeau. Je vais juste donner un exemple parce que j'ai envie d'insister sur le fait que le choix du navire est important. Karl disait facteur 3 en vitesse, facteur 3 en taille. On a fait une analyse pour un chargeur il n'y a pas très longtemps. Donc au moment de la mesure, à la fin de l'année, on regarde son reporting. Il vient nous voir, il nous dit « Je ne comprends pas, mes émissions intra-Asie ont explosé cette année, je ne comprends pas ce qui se passe. » Donc nous, on fouille, on regarde un petit peu les émissions, on zoome sur les paires de ports, les armateurs, on slice and dice un peu dans tous les sens. Et on se rend compte qu'il y a eu 5 voyages. En fait, il y a 550 TU qui ont été déplacés entre Tokyo et Busan sur un tout petit navire de 115 TU. Donc, il y a eu beaucoup d'allers-retours. Et en fait, juste ça a augmenté les émissions quasiment de 80% sur tous les flux, intra-Asie. C'est juste phénoménal. Enfin, pas par TU, c'est juste énorme. D'où l'importance de regarder de très près, d'avoir les bons outils de mesure, et ensuite dans l'exécution de voir ce flag qui dit ah non, on peut pas faire ça. Voilà, donc j'espère avoir fait passer le message. Finalement, tout ça s'intègre très très bien. Et il faut le CO2 à tous les points de la chaîne d'achat au moment de la nomination, de l'exécution et de la mesure. Voilà, donc je pense que on arrive sur la dernière partie, qui est une partie de questions-réponses. Je serais très heureux de répondre à toutes les questions. Je pense que Karl aussi. Alors là, pour le moment, des questions-réponses, j'en vois pas. Alors, on en a, en fait, on les reçoit
dans une interface spécifique. Donc, je vais vous les synthétiser parce qu'on a reçu beaucoup de questions. Donc, je vais faire des thèmes. Et je voudrais dire aussi à nos auditeurs que pour les questions auxquelles on n'aura pas répondu de manière hyper précise, on leur répondra de manière spécifique par email. Donc, on a un premier flux de questions qui sont liées. On a un petit peu d'écho. On va fermer, nous, nos micros, peut-être, Karl, Pierre et moi-même. Et peut-être juste avant les questions, justement, sur. Il y a des choses qui ont été dites sur la taille des navires. Et effectivement, alors, c'est une grosse problématique, hein, la taille des navires. Les compagnies maritimes poussent au gigantisme, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a des raisons pour ça. Mais il y a des raisons qui, lorsque c'est excessif, eh ben, c'est problématique aussi, hein. C'est problématique pour les ports, pour l'encombrement des ports. C'est problématique aussi pour comment dire, j'ai perdu ce point-là, c'est pas grave. Mais les navires trop imposants, oui, logistiquement parlant aussi, c'est un problème puisque ça génère des gros volumes en une seule fois, etc. Et c'est vrai que c'est pas forcément des réponses logistiques, mais c'est vrai qu'il faut changer son mode de pensée. Il faut changer effectivement des notions peut-être de supply chain qu'il faut ajuster avec cette pensée plus verte. Et donc, ça, on doit les avoir à l'esprit. Alors, pourquoi j'ai rebondi là-dessus? Parce que les chargeurs ont formé une coalition pour justement faire un appel d'offres sur un transport vélique, par exemple. Et donc là, il y aura certainement dans les prochains mois une compagnie maritime ou un constructeur qui proposera à cette coalition de chargeurs un navire porte-conteneurs entre l'Europe et les États-Unis avec une propulsion principale vélique. Et ce ne sera pas forcément un très gros, mais justement, c'était pour dire qu'on a aussi besoin de petits, mais qu'il faut aussi travailler, comme ça a été dit par Karl tout à l'heure, lorsque on fait un choix, c'est bien, mais il faut aussi travailler en interne. Eh bien, les chargeurs se mobilisent et réfléchissent à des moyens d'avoir aussi des plus petits navires, mais performants en termes de dégagement de CO2. Voilà le point que je voulais faire avant de continuer et d'aller sur les questions-réponses. Et je laisse la main aux questions-réponses. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a un flux important de questions sur la situation actuelle, en fait. Situation de tension sur la disponibilité des containers. Donc, finalement, est-ce qu'on a vraiment la possibilité d'avoir une influence aujourd'hui sur les émissions de CO2 par les choix de transport qui vont être réalisés? Ou alors est-ce que, à l'inverse, les stratégies sont dictées par des contraintes de disponibilité et de coût? Et comment est-ce que la situation peut évoluer? Est-ce qu'on voit la situation évoluer dans les prochains mois ou les prochaines années? Ah, il faut remettre le micro, Karl, si tu souhaites parler. Voilà, c'est bon. Oui, donc sur le marché, enfin, je pense que tout le monde est au courant de ces chiffres, mais on a déjà le point majeur et la contrainte majeure, c'est lié à l'augmentation de la demande, hein. Et aujourd'hui, en face de cette augmentation de la demande, on a 23% de capacité de navires supplémentaires qui sont en construction. Et d'ailleurs, comme tu le disais, Jean-Michel, dans ces 23% de navires supplémentaires, il y a plutôt des gros navires que des petits navires. Donc on pourrait se dire, bon, ben, c'est super, donc il faut le temps de les construire, hein, donc tous les chantiers sont remplis là. Mais il y a quand même une réponse des armateurs sur l'augmentation de la capacité des bateaux face à l'augmentation de la demande actuelle. Mais en fait, face à cette augmentation de capacité, qui est la réponse classique des carriers quand la demande augmente, en
fait, il y a deux problématiques qui se posent. La première, c'est que bon, c'est super s'il y a plus de bateaux, plus de containers, parce que ça va désengorger cette partie-là. Mais il va toujours rester le problème des terminaux, enfin des ports et des terminaux qui sont engorgés. Donc, c'est pas parce qu'il y a plus de navires que on va évacuer plus vite sur Los Angeles, Long Beach. Il y aura plus de navires, mais le nœud logistique va rester le port. Donc ça, c'est le premier contrepoint. Et le deuxième contrepoint qui est un problème plus lié à la réglementation du CO2, c'est que on redoutait tous l'IMO 2020 en disant que ça allait être une catastrophe, et puis on s'est fait rattraper par le Covid. Donc en fait, l'IMO 2020 s'est passé comme une lettre à la poste, c'était plus un problème. Le problème est devenu le Covid. Maintenant, je pense que si vous avez aimé l'IMO 2020, vous allez adorer l'IMO 2023. Que l'IMO 2023 va venir avec des obligations de performance CO2 de certains navires. Je vais peut-être laisser Pierre commenter un peu plus là-dessus. Mais certains navires ne pourront plus opérer, ou en tout cas, pour opérer, il va falloir qu'ils se mettent en slow steaming complet pour ne pas dépasser les normes que va imposer IMO 2023. Donc en fait, il va y avoir plusieurs phénomènes qui vont se percuter. Donc, une augmentation de la capacité des navires, plutôt des gros navires. Est-ce que les ports et les terminaux vont être capables de résorber les bouchons actuels avec de plus en plus de gros navires qui vont arriver? C'est une question. Et est-ce que l'offre va rencontrer la demande au niveau du shipping dans un contexte où soit on va devoir mettre des vieux petits navires à la casse, soit les vieux petits navires, il va falloir qu'ils avancent tellement lentement que ça va aussi déstabiliser les chaînes logistiques. Donc, peut-être Pierre, si tu peux dire un mot là sur... J'ai très envie de commenter, je suis obligé. Sylvain, ouais, merci pour la question. Je pense que ce qui se passe côté chargeur, effectivement, c'est que aujourd'hui, la situation, elle est telle qu'elle est. La plupart cherchent de la place sur les bateaux. Très bien. On discutait tout début du webinaire en disant que finalement, le problème du carbone ou des émissions de CO2, c'est un problème long terme. On parle de ce qui va se passer jusqu'en 2050. Et Karl a montré ce qui se passe si on augmente de 5 degrés la température moyenne de la planète. Donc, clairement, il va y avoir plus de bateaux, plus de capacité, les flux vont moins se tendre. Et à ce moment-là, il va falloir être capable de faire les bons choix logistiques pour intégrer le CO2 très rapidement dans ses réflexions. Donc, finalement, on a de la chance, on a un petit peu le temps de mettre ces outils en place aujourd'hui et de voir les choses venir. Ce que Karl a dit sur l'IMO 2023 est très vrai. Ce qui va se passer finalement, c'est que les bateaux les plus pollueurs ne pourront plus naviguer ou ils seront obligés de naviguer plus lentement. Donc ça va changer finalement la capacité d'une certaine façon sur les flux où il y a des bateaux qui sont sales aujourd'hui. Donc il va y avoir des problèmes finalement de lead time, ainsi de suite sur ces zones-là. Et il vaut mieux déjà aujourd'hui regarder ça et faire des choix logistiques qui vous positionnent sur des endroits où les bateaux sont plus récents, plus gros et qui vous mettent dans une situation finalement de best performer au moment où l'IMO 2023 va arriver en place. 2023, c'est pas que 2023 d'ailleurs, c'est tous les ans, on va diminuer de 2% le niveau des émissions carbone au-delà duquel les bateaux sont considérés comme non propres. Donc ça veut dire que ça va de pire en pire en fait. Donc il faut commencer maintenant. Puis alors, ensuite, sur la première partie de la question, qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'aujourd'hui c'est compliqué? Oui, c'est sûr que c'est compliqué. C'est ni Pierre ni moi, ni Searoutes ni Baiko, on va pouvoir faire en sorte qu'il y ait plus de containers disponibles. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, et certainement, et c'est ce qu'on fait pour nos clients, c'est d'être capable de mesurer et de piloter, d'avoir les bonnes données pour prendre les bonnes décisions quand il y a des pépins opérationnels et quand on sort des clous. Je pense que c'est
avoir la bonne data de façon récurrente, permanente, ça permet de réagir de façon efficace. Et c'est peut-être là la vraie valeur ajoutée de solutions digitales dans le shipping, c'est qu'on sait que ça va être de plus en plus compliqué, on sait qu'il va y avoir de plus en plus d'aléas, on sait que les happy flow, ça va devenir une portion congrue des flux, et donc il faut se mettre dans une position où, quels que soient les aléas qu'on va devoir gérer, ben, on a les bonnes données pour aller soit à droite, soit à gauche. Et donc c'est sans doute ça la valeur ajoutée de solutions comme on peut apporter avec Pierre. On va pas, enfin, c'est pas nous qui allons augmenter le nombre de containers, le nombre de bateaux. Alors j'en profite pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Karl, parce qu'on a un thread de questions vraiment important sur, premièrement, pourquoi est-ce que la qualité de la donnée, la précision de la donnée en termes d'émissions de CO2 est importante par rapport à disposer de moyennes, à travailler sur des moyennes. Donc, pourquoi est-ce que la granularité et la précision de l'information est importante? Ça, c'est la première partie de la question. Et la deuxième partie de la question, c'est, en fait, comment peut-on avoir accès à cette information avant de passer des bookings, avant de travailler sur notre stratégie de transport? Où est-elle disponible? Comment peut-on l'utiliser? Ouais, moi je veux bien répondre à ça. Ouais, exactement. Donc de la même façon qu'on ne voulait pas faire de bashing sur certains transporteurs, on ne veut pas non plus bâcher le GLEC, qui est une super initiative d'harmonisation des méthodos carbone dans la logistique en général. C'est super qu'on ait ça. Si on n'avait pas du tout le framework GLEC, on serait tous un petit peu perdus. Il n'y aurait pas de standard, il n'y aurait pas de base, de baseline, ainsi de suite. Donc top. Par contre, le GLEC, clairement, ça suffit pas. En faisant des moyennes de moyenne, finalement, on arrive toujours au même bilan carbone à peu près. Les seuls paramètres sur lesquels vous pouvez jouer pour améliorer finalement vos émissions carbone à la fin de l'année, c'est soit le tonne, soit le kilomètre. Donc, soit vous faites moins de kilomètres, ça veut dire que vous vendez, ça veut dire que vous avez optimisé vos warehouses, vos flux, ainsi de suite. Mais a priori, les clients sont toujours livrés au même endroit. Soit vous shippez moins de tonnes, ça veut dire que finalement votre revenu a diminué. Donc, vous avez que deux paramètres avec la méthode GLEC qui vous permettent de réduire les émissions carbone. C'est assez pauvre d'une certaine façon. Donc, c'est pour ça finalement avoir un petit peu de précision. Je dis un petit peu parce que c'est pareil. Chez Searoots, on n'envoie pas des fusées dans l'espace. On a juste un modèle qui est un peu plus proche de la réalité. Ça vous permet de choisir le bateau, le service avec les bonnes distances, ainsi de suite. Donc, ça vous donne plus de paramètres dans vos décisions pour essayer de réduire votre facture carbone. Donc, la différence, elle est là, en fait. Où est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller chercher cette méthode-là? Vous n'avez pas trop le choix, en fait. Il y a quelques players, mais il y en a peu qui ont intégré ça dans la décision comme Baiko l'a fait, ou au niveau du reporting ou du tender, comme Searoots le propose aujourd'hui. Donc, forcément, on vous invite à venir nous voir. Et puis l'autre raison pour laquelle le niveau de granularité est important, c'est que les écarts types sont énormes. C'est surtout ça, c'est que avoir des moyennes de moyenne, c'est super. Mais quand on regarde le min par rapport au max, la moyenne ne veut plus rien dire. C'est juste absurde. C'est absurde. Donc, c'est pour ça que Pierre parlait tout à l'heure de risque sur la gestion du CO2. C'est bien mesuré, par exemple, par carrière, l'écart type autour de la moyenne pour être sûr que même si on prend le pire navire chez ce carrière, ben, ce sera 3 fois moins pire que le pire navire chez un autre carrière. Donc, l'importance de la granularité vient de la disparité des performances de chacun des navires. Et j'aurais tendance à rajouter même que ça permet de challenger après le transporteur qu'on a choisi par rapport au type de bateau qui s'était engagé à fournir et du niveau de dégagement de CO2 qui s'était engagé à fournir. Donc, c'est en ça que c'est intéressant puisque ça sera à lui de s'expliquer pourquoi il n'a pas atteint ses objectifs. Puisqu'on aura quand même un niveau de granularité très très fin qui permet d'aller jusqu'au choix de la motorisation de l'énergie, etc.,
donc on rentre dans la politique du transporteur carrément, hein, et là, justement, sa politique, c'est son engagement. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir lui demander des comptes. Donc, à la limite, hein, des KPIs, il y a des pénalités si ce n'est pas atteint. Hein. Donc, il y a cette notion-là qui, à mon sens, est très importante. Après, comme ça a été dit plusieurs fois à différents moments dans cette présentation, les efforts, ils sont à faire partout. C'est-à-dire que, on l'a bien vu quand Karl a pris la main et qu'il a dit, voilà, il y a aussi des choses, nous, chargeurs, comment est-ce qu'on voit nos échanges internationaux, comment on complète nos conteneurs, etc. Là, on n'est pas dans le choix du transporteur. Mais par contre, à un moment donné, on va être aussi dans le choix du port. Et le port, il y a quand même des indicateurs d'encombrement qui sont super importants. La première question, elle était sur il y a de l'encombrement, on attend, est-ce que vraiment on va pouvoir effectivement challenger les dégagements de CO2, etc. Eh bien, possiblement, si au moins on s'intéresse à tous les maillons de la chaîne et on choisit le bon port, on choisit, alors c'est pas aussi simple que ça, attention, hein, je ne dis pas, mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui font que potentiellement, pas en ce moment, pas dans les mois, dans les quelques mois à venir, etc., mais à un moment donné, on va pouvoir reprendre un peu plus la main sur ces choses-là. Et donc, oui, à mon avis, c'est une bonne nouvelle. Et effectivement, peut-être que pour cette période-là, c'est un petit peu difficile, mais en tout cas, mettre en œuvre quelque chose pour ce qui vient dans les 6 mois ou à 1 an, ça commence à être intéressant. Voilà ce que je voulais préciser. Et donc, on a aussi une partie de la question à laquelle il faut répondre, je pense, qui était sur est-ce qu'on peut avoir cette donnée d'émission de CO2? Comment peut-on l'avoir? Et en particulier en phase de booking, avant que les transports aient été réalisés. Ben alors, je vais répondre à ta place, parce que sinon, on va dire que tu vas prêcher pour ta paroisse, mais allez travailler avec Searoutes. Allez travailler avec Searoutes. Searoutes peut vous fournir des données super précises au moment du tender. Et déjà, c'est un pas qui est hyper important. Bien sélectionner, c'est déjà faire une grosse partie du travail. Après, j'ai prêché pour ma paroisse, mais après, le bien sélectionner, c'est super, mais nous, ce qu'on amène, c'est qu'on intègre la donnée Searoutes dans nos algorithmes de sélection. En tout cas, on met à disposition de nos clients les données Searoutes au moment du booking, c'est-à-dire au moment où on prend la décision, et on donne la capacité aux chargeurs de sélectionner les navires. Et ça, c'est hyper important. Enfin, ça va devenir hyper important. Je pense qu'on ne peut plus, en tant que chargeur, sous-traiter la décision de sélection du navire à une tierce partie sans avoir de grip. Enfin, laisser par exemple son freight forwarder décider du navire qui va être pris sur un polpod, je pense qu'il faut se poser des questions. Enfin, quand on vient de voir les écarts qu'a montré Pierre sur les performances, ces décisions-là doivent être internalisées si on veut avoir du grip en tant que chargeur. Donc, ensuite, la partie booking, tout ça, on peut la faire sur Baiko, votre forwarder peut le faire, mais en tout cas, le grip, la décision du choix du navire, elle doit être totalement maîtrisée. Et donc, effectivement, il faut pouvoir avoir ces données opérationnelles. Bon, là, évidemment, on s'adresse à des très gros chargeurs qui ont le choix du navire, hein, et c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours forcément évident. À ce moment-là, effectivement, il faut rappeler à son commissaire de transport nos attentes en termes de dégagement de CO2 afin que eux-mêmes soient engagés dans cette démarche-là. Il y a beaucoup de commissionnaires qui sont dotés de certains outils aussi, peut-être même ceux-ci. Donc voilà, il y a plusieurs solutions pour toutes les tailles, hein, donc c'est important de le rappeler. Nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. Alors, malheureusement, nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions qui étaient posées. On en a eu vraiment beaucoup pour ce webinaire.
Comme je vous le disais en introduction, nous prendrons le temps de répondre de manière personnelle à chacune des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre en séance pour vous apporter les réponses aux questions que vous vous êtes posées. Je vous laisse conclure peut-être, dire le dernier mot avant qu'on... Eh bien, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Et comme vous le voyez, effectivement, les chargeurs se posent des questions, cherchent à comprendre. En tout cas, l'AUTF, c'est par les questions de ces chargeurs, bien que l'on fait ces démarches de comprendre effectivement les différents outils qu'il y a sur le marché. Je remercie Baïko et Sirout pour cette présentation très claire et pour les outils développés. Merci Calme, merci Pierre. Merci Jean-Michel, merci à tous. Au revoir.